La monnaie. On l'utilise tous les jours sans vraiment y penser. Mais d'où vient-elle? Qui la contrôle? Derrière ces questions, il y a une véritable bataille d'idées, un conflit fondamental qui oppose deux visions du monde, celle de la monnaie créée par l'État et celle qui émerge librement du marché. Alors voilà notre programme pour décortiquer tout ça. On va commencer par les bases. C'est quoi la monnaie? Ensuite, on plongera au cœur du conflit entre ces deux visions. On analysera en détail la monnaie d'État, puis son alternative, la monnaie de marché. On verra comment le Bitcoin s'inscrit là-dedans, et on terminera en se posant la question qui tue. Quel avenir pour notre monnaie? Allez, on commence par le commencement. On s'en sert tout le temps, mais au fond, la monnaie, qu'est-ce que c'est vraiment? En fait, c'est avant tout une technologie, un outil génial qui résout un énorme problème, le troc. Sans monnaie, si on est éleveur de poulets et qu'on veut du pain, il faut trouver un boulanger qui, justement, a besoin de poulet. C'est un vrai casse-tête. La monnaie fluidifie tout ça et permet à nos sociétés complexes de fonctionner. Mais c'est là que les choses se corsent. Parce que de cette idée toute simple découlent deux systèmes, deux philosophies radicalement opposées sur la façon dont la monnaie devrait être gérée. Et le vrai débat, il commence ici. Et voilà, le cœur du conflit, il est là. D'un côté, on a une monnaie qui viendrait d'en haut, imposée par une autorité qu'on qualifie ici de facile. De l'autre, une monnaie qui naîtrait d'en bas, des échanges volontaires entre les gens et qu'on décrit comme dure. Deux mondes. Bon, penchons-nous sur le premier cas, la monnaie contrôlée par l'État. C'est celle qu'on connaît le mieux, celle qu'on a dans nos portefeuilles. Mais comment est-elle née, au juste? Selon cette analyse, l'histoire de nos billets n'est pas une évolution naturelle et paisible. C'est plutôt une prise de contrôle en trois actes. Au début, un billet, c'était juste un reçu pour de l'or, bien réel. Puis, un jour, on a rompu la promesse de pouvoir récupérer cet or. Et enfin, on a forcé tout le monde, par la loi, à accepter ce papier comme de la monnaie. Et voilà le point absolument crucial. Si on l'appelle monnaie facile, c'est parce que sa quantité n'est limitée par rien de physique. Une banque centrale peut décider d'en créer plus, beaucoup plus, juste par une décision politique. Et ce chiffre, il est assez parlant. 14% de croissance par an en moyenne. Pour se faire une idée, ça veut dire que la quantité totale de monnaie en circulation a tendance à doubler tous les 5 ans environ. Ça donne le vertige et ça explique pourquoi elle perd de sa valeur. Et les conséquences de ça seraient profondes. D'abord, ça anéantit la valeur de l'épargne à cause de l'inflation. Ensuite, ça nous pousse à tout consommer tout de suite plutôt qu'investir sur le long terme. Et enfin, ça donnerait aux États un moyen quasi illimité de financer des projets massifs, comme les guerres, en diluant la richesse de tout le monde. Bon, maintenant, changeons de perspective. Regardons l'autre face de la pièce, la monnaie de marché. À l'opposé total de la monnaie facile, on trouve la monnaie dure. Sa principale caractéristique, c'est qu'elle est difficile à produire. Sa rareté est réelle, physique. On peut penser à des coquillages rares dans le passé, mais l'exemple parfait, bien sûr, c'est l'or. Ce graphique montre bien la différence fondamentale. D'un côté, on a la croissance potentiellement explosive de la monnaie fiduciaire. De l'autre, celle de l'or, qui est très faible, stable et prévisible, parce qu'il est tout simplement difficile d'en extraire de nouvelles quantités de la Terre. Et tout ça, ça nous amène directement à notre époque, à l'ère numérique, et un candidat très spécial au titre de monnaie de marché ultime, le Bitcoin. 21 millions. Point final. Il n'y en aura jamais un de plus. Ce chiffre, c'est une véritable révolution conceptuelle. Ce serait la première fois dans l'histoire qu'on aurait un bien dont la rareté n'est pas seulement physique, mais absolue, gravé dans le marbre mathématique de son code. Et attention, ces caractéristiques techniques, ce n'est pas juste pour les spécialistes. Une offre fixe, un réseau que personne ne contrôle, résistant à la censure, tout ça est vu non pas comme de simples améliorations, mais comme les briques d'une potentielle nouvelle organisation sociale, moins dépendante des intermédiaires traditionnels. Alors, au final, de quoi parle-t-on? Quel est l'enjeu de ce grand débat? C'est bien plus qu'une question technique. C'est une question sur le type de société dans laquelle on veut vivre. Au fond, l'argument est le suivant. Le choix de notre monnaie influence notre rapport au temps. La monnaie facile, qui perd de sa valeur, nous pousserait à dépenser, à nous endetter, à privilégier le présent. Une monnaie dure, qui garde sa valeur, encouragerait au contraire l'épargne, l'investissement, la construction pour l'avenir. Voilà une question qui fait réfléchir, n'est-ce pas? L'idée sous-jacente est assez radicale. Si on retire aux États la capacité de financer les guerres en faisant tourner la planche à billets, est-ce qu'on ne rendrait pas les conflits à grande échelle beaucoup plus difficiles à entretenir? On en revient donc à la question de départ. État ou marché? Le chemin que prendra notre monnaie dans les années à venir aura des conséquences immenses sur la direction que prendra notre société. Et pour l'instant, cette question reste totalement ouverte.